suis de la génération 1972 et parfois on me reproche d'être nostalgique. Quand j'étais gamin, ça ne me fallait pas beaucoup pour nous amuser. On pouvait jouer avec un ballon même crevé. En général, parce qu'aujourd'hui on vous dit que c'est pas comme ça. Et les garçons jouaient au ballon, rond, ovale. Parfois même des sports physiques, courir, compagnie, c'est ce qu'on faisait. Les filles jouaient à marelle, à l'élastique. Parfois étaient dans un coin, discutaient. Parfois on se mélangeait, on faisait des jeux en commun, ballon prisonnier, des choses comme ça. Puis arrivait le moment de la cantine. À l'époque, à la cantine, on avait déjà des familles musulmanes qui tout simplement ne mangeaient pas, quand il y avait du porc, on ne mangeait pas. Alors, on avait l'habitude, on leur faisait des plats à côté, c'était pas nombreux, mais déjà à l'époque, on le faisait, ça posait jamais le moindre problème. Jamais. Au lieu que ce soit des saucisses, ils avaient, je sais plus, ils avaient du bœuf, ils avaient, enfin bon, voilà, c'était normal. Et après on me reproche d'être nostalgique. C'est normal, il n'y avait pas de... Vous voyez pas où était le mal. Moi je n'entendais pas quand on était gosse, on n'entendait rien. D'ailleurs, je suis issu du sud-ouest, du pur produit sud-ouest. Hein. J'ai jamais quitté le 24, 40, 32, 64, tout ce coin-là. J'ai grandi là au milieu, même au sens militaire. Hein. Donc la petite école c'était comme ça, après dans la grande ça a été la nouvelle découverte, évidemment toujours compliqué de passer de la petite à la grande école. Et on se fait des copains rapidement et puis on oublie un peu la nostalgie déjà de la petite école, on passe à la grande. Bon, évidemment il y a toujours les grands qui viennent vous embêter, mais il y a d'autres grands qui vous connaissent, il est de mon village, tu lui fous la paix, etc. Et puis on commence à fréquenter les filles, pour d'autres raisons, et réciproquement. Il y a des internats, et puis il y a d'autres demi-pensionnaires, et d'autres qui carrément sont pas loin, rentrent à la maison pour manger. Toujours pareil, il y avait la cantine. À l'époque, tout ceci était abordable, il n'y avait pas autant de discussions, on ne se posait pas la question de savoir ce qu'on avait dans nos assiettes. La plupart du temps, c'est des produits locaux, alors certes, à partir du moment où on sortait des cantines des petites écoles pour passer aux cantines des grandes, petite dédicace à ma tante qui a travaillé, j'avais un oncle qui était instituteur, que Dieu ait son âme, et sa femme qui s'occupait de l'école, qui faisait la cantine, etc. Et les cantinières, on les aimait beaucoup, donc c'est sûr que quand on passait à la grande école, les cantines c'était plus les mêmes, c'était autre chose, mais pour autant c'était bon. Alors, il y avait le rab des frites, quand il y avait les frites, les plus gros mangeurs comme nous, on y arrivait en dernier pour avoir les grosses assiettes. Là on y allait en premier pour avoir du rab. Voilà, ça c'était les gros mangeurs et la cantine, et puis il y avait la récré, pareil, on retrouvait les mêmes, à part qu'en grandissant, c'est rigolo parce qu'en grandissant, les filles, elles oublient la marelle, elles oublient l'élastique, elles deviennent beaucoup plus, voilà, elles sont plus de leur côté, elles marchent, elles discutent, et puis les garçons, eux, ils continuent à jouer au ballon. Et après, on me reproche d'être nostalgique. Mais c'est rigolo, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que les garçons, allez, ça joue au rugby, ça joue au ballon, ça joue au basket, ça joue au hand. Les filles, quand elles devaient le faire, c'est quand il y avait sport EPS, comme on dit. C'était pas vraiment leur tasse de thé, quand il fallait y aller, il fallait y aller. Mais la plupart du temps, il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque, donc on s'occupait comme on pouvait. Il y avait beaucoup de choses. Les filles, c'était beaucoup de discussions, c'était beaucoup de... Ouais, c'était des jeux sur le papier, des choses comme ça. Le baccalauréat, vous vous rappelez? Quand il fallait faire le baccalauréat avec la lettre, il fallait trouver tel truc et tout. Ça, c'est pendant les études. Les filles, en général, étaient plus fortes que nous. On avait... Les garçons étaient un peu plus... je crois que c'était sympa, mais bon. On se rendait compte que les filles étaient plus fortes. Mais oui, à l'époque, on apprenait l'histoire, la géographie.
Nos dates, on les connaissait par cœur, hein. 1515, 1789, 14, 18. Puis après, pour les puristes de l'histoire, ils connaissaient d'autres dates. Hein. Moi, c'était déjà cela que je reconnaissais. Et après, on me reproche d'être nostalgique. Et à l'époque, on avait de l'histoire, on avait de la géographie. Les mathématiques, c'était ma bête noire. C'était ma bête noire. Pour autant, on avait les mathématiques. Le fameux problème. À la petite école, après, le fameux grand problème, les X et les Y. Combien de croissants et chocolatines coûtent, 30 croissants et 20 chocolatines coûtent 58 francs. 18 croissants et 29 chocolatines coûtent 47 francs. Quel est le prix d'un croissant et d'une chocolatine? Les X et les Y, vous vous rappelez, jamais rien pipé. Et pour autant, il fallait faire de la mathématique. Alors en français, par contre, j'excellais, j'étais bon, je m'éclatais. Puis après, on se retrouvait à la récré. Et puis on grandit, les années passent. Entre-temps, on s'inscrit dans un club de tennis de table, de rugby, je parle pour moi. On essaye de concilier les deux. Quand on est tout jeune, 16-17 ans, ça marche. Mais ça se limite quand même parce qu'on ne dort pas beaucoup. Et puis le temps passe. Vient l'époque de l'armée. Et là, l'armée, évidemment, qui n'a pas pleuré une fois sa maman? Qui n'a pas regretté le foyer, la maison, même si mes parents étaient divorcés, je passais aux deux. C'est mon père qui m'avait amené, je me souviendrai toujours. J'avais fait mon service militaire dans un corps particulier. C'est mon père qui m'avait déposé au pied de la caserne. Et il me l'avait dit, il m'avait dit là mon grand, ça y est, tu vas passer un cap dans ta vie. Et après on me reproche d'être nostalgique. Il m'a dit tu vas passer un cap dans ta vie là. Ça va être des moments difficiles, tu vas voir, mais tu verras aussi que ce sera de bons souvenirs. Et, quand j'y repense, c'est pas faux. Alors des très bons souvenirs sur la période des 2 mois là, de classe. Honnêtement, pas beaucoup. Très peu même. Par contre, après, oui, mais bon, après, moi, j'étais muté dans le Pays Basque. Moi, je vous dis, j'étais dans un corps particulier, et contrairement à la plupart de mes collègues, moi, j'avais pris 8 ou 9 kilos. Je mangeais tous les jours dans un bar chez Rita. Chez Rita. C'était terrible, quoi, voilà. Et puis, j'ai fait première connaissance. Bon, évidemment, les filles, je n'en parle pas, mais voilà. Et puis là, à cette époque, je voyais les mamies à 90 balais, elles tournaient à l'Isara. 90 balais. À l'Isara, et le matin au baby. Elles sont mortes, enfin on me l'a dit après, elles sont mortes des années plus tard, à 90 balais, nonagénaires toutes les deux. Et après on me reproche d'être nostalgique. Moi je mangeais très très bien. Quand vous aviez la piperade avec des saucisses, que là vous saviez que c'était que l'entrée. Un pur Pays Basque. Et Agour, les amis basques. Guettori, on dit quand on vient chez eux. Puis on grandit, et puis bon, voilà, des bons mauvais souvenirs, et puis bon, fait que j'étais un peu branleur. J'ai pas forcément réussi, mais nous sommes tous passés par là. Nous avons tous eu nos moments de difficulté. Un jour où on a raté le train, ou alors ouais, je l'ai raté, j'avais été obligé de payer une solde, j'avais foutu ma solde dans l'air, même pas 500 francs à l'époque, pour payer mon taxi. Et d'autres qui le ratent, sont obligés de se faire amener, faire du stop pour arriver pile poil à l'heure à la caserne, à l'heure des levées des drapeaux, etc. Bon voilà, et puis après on passe cette période et puis on se retrouve avec le permis de conduire qui a été validé parce que moi il avait été validé à l'armée. J'avais fait quelques cours avant, maman m'avait payé des cours avant quand je faisais mes études dans le lycée. Je pouvais fumer dans le lycée à l'époque, dehors, on était tous contents. Maintenant j'ai arrêté il y a des années pour le monde de rugby, mais on faisait tous les kékés notamment. Moi j'avais une première voiture, une Renault 12. Alors j'étais un cibiste international, alors quelqu'un qui m'écrit régulièrement 7351. J'ai envie de lui dire 88 et 212 au QRA, n'est-ce pas? Je faisais de la CB internationale en plus, je chopais en Nouvelle-Calédonie, je collectionnais les États américains, les départements français, je crois que j'en ai fait 93, etc. Et après on me reproche d'être nostalgique. Mais je faisais ça dans mon coin avec ma voiture,
puis on allait dans les balles, on allait au concours de belote. Je vous raconte un petit peu ma vie. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous vont se retrouver, parce que nous arrivons d'en bas, nous avons tous plus ou moins connu les mêmes choses. J'ai même connu le lycée privé où il y avait le tablier pour les garçons, bleu et rose pour les filles, et ça posait pas de problème. Et ça faisait pas autant de polémique que ça fait aujourd'hui, si ça devait être le cas. Et croyez-moi que ça se passait très très bien. Moi j'aurais aucun problème pour qu'on uniformise les tenues des jeunes, parce qu'aujourd'hui c'est des polémiques quand je vois, vous voyez, cette famille musulmane, en aucun cas elle nous aura emmerdé. Je me souviens qu'ils n'amenaient pas le foulard, tout ça, parce qu'on leur disait, leurs parents leur disaient, t'es à l'école de France, t'es à l'école en France, donc tu travailles pour la France, t'apprends à écrire en français, à lire le français. Tu es né en France. Voilà ce que disaient leurs parents. Je me souviens, ils nous le disaient, quand on y allait, on les écoutait, ils parlaient français devant nous. Quand ils parlaient parfois à leurs enfants, ils parlaient en arabe, mais ils parlaient français, vous voyez, par exemple, et ça ne posait pas le moins de problème. Et après, on me reproche d'être nostalgique. Et donc, moi, je continue à grandir dans ce milieu. Voilà, ma cibiche, je chasse un petit peu partout. Puis l'amitié, puis un jour, j'avais eu un casque bleu. Je crois que c'était à l'ex-Yougoslavie à l'époque, Jean-Pierre. C'est l'ex-Yougoslavie, je ne sais plus où ils étaient, je crois qu'ils étaient en ex-Yougoslavie, je ne sais pas si c'était pas sur la zone de la Serbie ou du Kosovo, je ne sais plus. Mais bon, voilà. Moi, je faisais la Sibie aussi où j'ai vu les avions en Marsan qui passaient au-dessus de moi, qui commençaient à se préparer pour aller atterrir quand il y avait la guerre là-bas. Bon, ça n'a pas été un beau souvenir, ça. Hein. C'est sûr que ça il n'y a pas de nostalgie là, mais j'ai connu ça. Et les Français, c'était les casques bleus, faisaient leur travail, l'armée était prête au combat, on avait de l'armée partout, de terre, on avait l'armée de terre, on avait l'armée de l'air, principalement qui était bien remplie, avec beaucoup de militaires, puis avec tout le service obligatoire déjà. Après, il y avait beaucoup plus d'engagés par rapport au fait qu'il y avait le service obligatoire. Chose qui n'existe plus aujourd'hui, et après on me reproche d'être nostalgique. Alors et puis j'ai fait les fêtes, hein. Alors dans le sud-ouest, pour ceux qui ne savent pas, les fêtes chez nous c'est un incontournable, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas passer à côté, quoi. C'est pas possible. Les fêtes, elles commencent en général à partir du mois de mai et elles finissent au mois de septembre. Chez nous c'est comme ça, il est rare qu'il y ait un week-end où on ne fasse pas la fête. On fait les fêtes et on grandit. À l'époque, c'était des vraies fêtes, on s'amusait. Alors certes, il y avait peut-être pas... Il y avait des quartiers qui étaient plus craignants que d'autres, mais on le savait, mais on s'adaptait. Alors il y avait évidemment des gars qui roulaient avec l'alcool, etc. Je ne suis pas forcément nostalgique de ça. Des gens qui roulaient alcoolisés, etc. Et il y avait des accidents, mais... Est-ce que la statistique accidentogène était tout aussi violente qu'aujourd'hui, plus violente qu'aujourd'hui? Rien de moins sûr. Rien de moins sûr. Ça, j'en ai pas la preuve, parce que surtout qu'aujourd'hui, il y a les stupéfiants. Et les stupéfiants, à l'époque, ça se faisait rare. Il y en avait, mais ça se faisait rare. Bon, et Coluche a rigolé, il disait je roule avec un ouais, je sifflais, il n'y a rien, vous pouvez passer. Certes, mais... il n'y en avait pas autant à l'époque, il n'y en avait pas autant. Et... Enfin voilà, et puis on continue à grandir, et puis avec le temps, voilà, on préfère faire la fête, s'amuser, se casse tardivement. Et puis on rencontre celle avec qui on pense passer le reste de sa vie, et puis on fait grandir sa belle-fille. Et parfois on passe... parce que évidemment j'abrège, je ne vais pas vous dérouler toute ma vie, c'est pour voir avec vous, parce que la plupart d'entre vous, ma génération, ont connu ça, et puis vous avez après des belles filles, vous avez vos enfants, etc. Quand vous leur racontez tout ce que nous avons vécu, eux ils sont sur leur portable, ils se retrouvent entre eux, nous on se retrouvait, chacun, allez hop, je vais dormir chez toi, etc. Bon encore, j'ai pas trop de peine de ce côté-là, mais malgré tout, ils se retrouvent chez eux et puis tous avec le téléphone.
Bon, nous, quand il y avait les copains qui avaient un jeu vidéo, c'est sûr qu'on passait du temps au jeu vidéo. Les filles, ça les intéressait pas. Les écrans, ça les intéressait pas. Elles essayaient des godasses. Ouais, j'ai acheté telle robe, tu vas voir et tout. Vas-y, maman va nous amener au magasin, etc. Voilà, et après on me reproche d'être nostalgique. Alors que quand on voit aujourd'hui comment la génération part à la dérive, quand on voit, on vous parle de transidentité, qu'on est en train de fourrer dans le crâne. Hein, vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure à propos des mathématiques et géographie. Aujourd'hui, c'est les cours d'éducation sexuelle, les fellations, le donner du bonheur à un garçon, une fille. C'est-à-dire, c'est pas forcément mal d'avoir envie de donner du plaisir à quelqu'un, etc. Enfin, un truc de dingue, quoi. Et sachez que dans les écoles, ça passe. Hein. Ils passent dans leurs écoles, ils font ça. Alors, évidemment, ceux qui donnent ces cours-là, généralement, n'ont pas d'enfants. De toute façon, quand on voit le ministère d'aujourd'hui, même à l'époque, hein, on savait que déjà les ministres, tout ça était tout corrompu, pourri jusqu'à la moelle, mais ils avaient la décence d'être un minimum discret. C'était le cas de Mitterrand. Hein. Mitterrand, on ne reviendra pas, hein, mais qui a fait la sale besogne. Je rappelle que Mitterrand était, lors de la Seconde Guerre mondiale, était du mauvais côté, on va dire. Et puis, que moi, on me l'a raconté, que des dames ont pleuré, des grands-mères qui ont été résistantes ou qui ont eu la famille en résistance, ont pleuré quand ils ont vu ce type arriver au pouvoir. Et par qui en plus? Par qui? Par le même mec qui est encore d'actualité aujourd'hui. Il faut se poser la question quand même. Hein. Parce que beaucoup ignorent ça, mais on vous dit ça n'a rien à voir, il est has-been. Il est peut-être has-been, mais c'est lui qui a fait élire Mitterrand, c'est lui qui a fait éliminer Coluche, c'est lui qui s'est occupé de beaucoup de dossiers, et c'est lui qui est toujours là encore aujourd'hui et qui se vante d'avoir formé le petit Jupiter qui est né dans la même période que moi, un petit peu plus tard. Et c'est là où on voit la différence, le mode de vie. Parce que si vous en parlez au petit monarque là, qui vous dit qu'il déteste les adolescents, il ne les comprend pas, il les déteste. Il ne faut pas s'étonner, on lui a privé sa vie. Moi, je ne suis pas cherché du tout à le défendre. Ce qui me fait mal au cul, pardon l'expression, c'est que ce mec est la même génération que moi, et je vois comment il détruit mon pays. Ça me rend malade. Ça me rend malade quand je vois les éoliennes. Donc, vous savez qu'il faut 800 000 hectares d'éoliennes pour donner le change à une seule cheminée nucléaire d'une centrale. Une seule, 800 000 hectares. Et encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dirigé par satellite. Vous pouvez les couper à tout moment, toutes. Si elles tournent trop, elles sont pas rentables. Si elles ne tournent pas assez, elles ne sont pas rentables non plus. Donc il faut qu'elles tournent à une certaine vitesse. Et vous remarquerez qu'elles tournent toujours à une certaine vitesse et tout en même temps. Pas du tout. Vous voyez, il n'y a pas une qui est en temps à prendre un coup de non. Et après, tout ça, c'est commandé. Et on va me reprocher d'être nostalgique. Les chemtrails, il y en avait autant à l'époque. Vous savez, les chemtrails, vous regardez dans le ciel un petit peu les trucs. Là, rien que de le dire, je lève la tête au ciel, je vois que ça. Il y a une période, là, on ne voyait plus, là, ça recommence. C'est qui envoie ça? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Voilà, je voulais faire cette vidéo rapidement, comme ça, parce que j'avais envie de partager avec vous. Après tout, il y en a beaucoup qui le font. Il y en a un qui le fait avec sa femme qui se plaint, il pleure. Il vous dit toujours, s'il vous plaît, partagez, c'est très très... Quoi qu'il advienne, vous demandera toujours de partager le type. Partagez, c'est important. Partagez moi, partagez ma femme et tout. C'est très très important, il faut comprendre ce qui se passe. On récolte ce que l'on sème, j'ai envie de lui dire. Parce qu'avec sa femme, il se moque de beaucoup de gens dans ces trucs, littéralement, et qui relayent des discours de haine, de trucs. Elle tombe dans un panneau, après il ne faut pas s'étonner de se retrouver victime de sa propre semence. Voilà. Il faut savoir être mesuré, mais bon. Et toujours pareil, c'est une génération peut-être un petit peu après la mienne, donc qui ira bien loin, mais
qui est tombé dans ce panneau de ce système. Vous savez que, je vous le dis, je vous le redis, que Bill Gates a interdit jusqu'à la majorité à leurs enfants d'avoir des écrans. Il y en avait déjà suffisamment à la maison et compagnie, mais il leur avait interdit téléphone et ordinateur portable jusqu'à leur majorité. Alors, je ne suis pas allé vérifier, hein. C'est des sources apparemment officielles qu'on m'a données et qui sont réelles, hein. Comme quoi le type il n'est pas fou. Il sait ce qu'il doit, il sait pourquoi il interdit ce genre de produit. Hein. N'oubliez pas d'où il vient. Hein. Un pseudo-informaticien. J'ai un ami qui me dit il est informaticien de rien du tout. Son truc Windows ça vaut rien, c'est du zéro pointé. Donc voilà, ça bug sans arrêt, ça plante, ça vaut rien, mais bon. Ce mec il est là. Et c'est un mec comme ça, lui et puis toute cette élite qui va détruire ce que moi j'ai vécu, qui va détruire ce que notre génération a vécu et essaye de transmettre à ses enfants, voire ses petits-enfants. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des mecs de mon âge qui sont grands-pères depuis longtemps. Ça fait mal au cul, pardon l'expression. Hein. Et après, on vous dit qu'il faut... Certes, encore une fois, je disais, je renie pas le fait que vous vouliez faire des actions. Des manifestations, c'est une manifestation, je regrette, même chez vous, vous manifestez. Donc, vous manifestez votre mécontentement, votre droit de vie. Et ça, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas le faire. J'ai dit que ça ne servirait à rien. Je persiste et signe. Je vous ai fait une autre vidéo qui, évidemment, celle-ci n'est pas vue. Hein, n'est pas vue du tout, comme d'habitude. Mais j'ai l'habitude. C'est pour ça que je continue à rester sous les radars. Mais parce que au final, ceux qui vont être impactés, ça va être les mêmes. C'est-à-dire nous. Donc, ça fait réfléchir. Et que vous dites que tout ça, là, tout ce que l'on a vécu, tout ce que notre génération ne peut pas le vivre, du moins pour l'armée, du moins dans les récréations, ne plus être tranquille comme on pouvait l'être à l'époque, de se retrouver dans une certaine sérénité dans l'école, comme il disait, l'école de la République, et qui garantissait votre sécurité, qui était censée être laïque, qui aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe, quoi. Donc ça a été une destruction progressive depuis 1981, hein. Pas se voiler la face, hein. On voit qu'au petit à petit, on nous élimine nos biens, on supprime nos droits. Et je vous pose la question, qui, depuis 1981, est en train de mener sa barque, hein. Écoutez les écrits. Vous me dites, mais il est has-been, il est perdu, il est... Ok, moi j'entends. Hein. J'entends. Alors dites-moi qui c'est qui gère le petit poutré, là, le monarque, qui est incapable de faire un pied devant l'autre sans dire ou faire une bêtise. Il doit être encadré. Alors certes, son compagnon Périquet dirige plus que lui. Son compagnon Périquet qui fait du 45, hein, je rappelle. Trouvez-moi de la jante féminine qui mesure 1m75 à peu près pour du 45 mois. Et moi je suis masculin jusqu'aux dernières nouvelles. Donc en conclusion, pour que les choses changent, il va falloir je pense une cassure radicale. Il va falloir quelque chose de très très direct, de très cash, de très comment dire, de très cinglant, pas sanglant, cinglant, et qui va définitivement nous faire basculer sur autre chose. Mais pour l'instant je vois pas quoi, parce que comme je vous ai dit, il faut faire un appel à l'armée, mais quand je vois comment l'armée est positionnée, comment elle est vendue entre guillemets à ce ministère, ça me désole, ça m'attriste, et surtout ça me fait remettre tout en question sur l'humain en lui-même. Me dire que l'humain, est-ce qu'il est capable aujourd'hui de se remettre en question, de repartir à zéro en disant nous avons fait des bêtises, nous avons élu des gens. Quand on vous dit qu'ils sont incapables, pas du tout, ils ne sont pas incapables, hein. Ne vous trompez pas, ils sont faciles à servir, ils sont très
pécuniers, très vénaux, et puis ultra obéissants. C'est de l'obéissance. Ils obéissent à un système, ils obéissent à un principe, ils obéissent à des croyances fausses, totalement fausses, mais ils sont sur des croyances. Et ces gens-là ne sont pas prêts de changer de route parce qu'ils se sentent intouchables. Vous le voyez bien, il n'y a personne qui actuellement est en état physique de les arrêter, est en état matériel de les arrêter. Et c'est ça qui a tendance à m'inquiéter un petit peu, c'est de me dire quel est le mouvement, parce que celui du 10, vous verrez ce que je vous dis, malheureusement, vous verrez ce que je vous dis, celui du 10 n'aura aucun effet sur notre vie. Au contraire, ils risquent même de nous impacter et ils vont imposer le crédit social. Ça va être le but pour parler d'un reset économique et de lancer. Parce que, encore une fois, qui est à l'origine de tout ça? Qui est à l'origine et qui va en bénéficier et qui va perdre dans l'histoire? La question fondamentale, elle est là, de ce genre de mouvement. Et moi, vous ne me sortirez pas de l'idée que, à partir du moment où j'ai appris que LFI voulait récupérer le mouvement, que la CGT, je sais pas quoi, voulait récupérer le mouvement, à partir du moment où ces systèmes-là, qui sont déjà totalement corrompus, qui sont totalement infiltrés par le world, par le WEF, et que vous dites que ces gens-là veulent s'immiscer, c'est que c'est déjà perdu. Donc à qui ça profite et comment faire pour renverser? J'ai dit, moi, il y a l'armée, mais effectivement, en dehors de l'armée, si vous avez des suggestions concrètes, ben, n'hésitez pas à les partager, ce sera avec grand plaisir que je les lirai, mais jusqu'à présent, j'ai attendu quelque chose de concret et rien n'est arrivé, et je crois que notre monde s'écroule, mais pour quel autre avenir? Telle est la question.